Depuis 20 ans, Génium 360 évolue à la vitesse des besoins des ingénieurs et de l'innovation au Québec. Dès sa naissance, la Corporation de services des ingénieurs du Québec contribue au changement dans le monde du génie en permettant à l'Ordre des ingénieurs du Québec de se concentrer sur la protection du public. L'organisation reprend l'enquête annuelle sur la rémunération des professionnels en génie et crée une gamme de services à valeur ajoutée pour les ingénieurs. Tout ça afin de les soutenir dans tous les aspects de leur développement personnel et professionnel. L'organisation élargit ensuite ses services aux étudiants inscrits au baccalauréat en génie partout au Québec et le réseau s'ouvre enfin aux bacheliers en génie. Les années passent et la consolidation de sa mission fédératrice se poursuit, notamment par l'addition de membres cooptés à son conseil d'administration qui l'enrichissent par leur talent et expertise. Génium 360 continue de valoriser, promouvoir et servir efficacement les ingénieurs en multipliant les publications indispensables à leur profession et en opérant son virage numérique. Elle facilite l'accès aux opportunités d'emploi, développe une large gamme de programmes de formation continue et imagine une calculatrice salariale qui assure plus de transparence pour les diplômés en génie et leurs employeurs. Génium 360 est encore jeune, mais déjà riche d'expérience. Elle voit d'ailleurs l'avenir avec détermination et promet de continuer d'innover, de nourrir la passion de ses membres, stimuler leur créativité et redonner à la grande communauté québécoise du génie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous pour cette conférence sur l'intelligence artificielle et les clés d'une implantation réussie. Nous avons plus de 200 personnes connectées à la maison et des personnes présentes avec nous en salle. C'est donc un sujet d'intérêt et d'actualité. Notre panel d'experts va partager des exemples et des cas concrets pour vous permettre d'anticiper et gérer des embûches potentielles de ce type de projet. Juste avant de débuter, j'invite nos partenaires de la conférence à vous dire quelques mots. Monsieur Kevin Blais-Bélanger, directeur principal développement des affaires nationales à la personnelle, et Madame Peggy Ouellette, directrice de compte chez Desjardins. Bonjour à tous, bon matin. Super content d'être avec vous ce matin pour débuter la journée en tant que représentant de la personnel, fier partenaire de Génium 360. Puis je pense qu'on peut utiliser le mot fierté ce matin parce qu'on a bâti ensemble un régime qui représente aujourd'hui 117 millions de volume prime. C'est plus de 53 000 participants au sein du régime. Donc ça, c'est un peu plus d'un professionnel du génie sur deux au Québec qui est assuré via votre régime d'assurance. Depuis le début de l'année, c'est 55 de taux de succès, 99 de taux de rétention. Donc là, on parle non seulement de clés de gestion qui sont inégalées dans le marché, mais je pense que ça représente bien à quel point on a un régime qui est en croissance puis qui est en santé. Puis quand on parle d'un régime en santé, ben un autre indice de ça, c'est, on l'a annoncé tout récemment, vous l'avez probablement vu, c'est 11 millions en ristourne qu'on va retourner là au cours des prochaines semaines aux ingénieurs et aux membres de la communauté de génie qui sont assurés via le régime de Génium. Plus concrètement, c'est 100 $ par police qui va être remis sous forme de chèque ou de dépôt direct là au sein des assurés de Génium et de leur famille. Donc, je pense que oui, on peut parler d'une belle fierté. On a bâti quelque chose de solide ensemble, quelque chose de périn au fil des dernières années. Puis encore aujourd'hui, ben, c'est un régime qui offre de réels avantages aux membres de Génium 360. Donc, merci à tous. Bonjour à tous. Cette année, Génium 360 fête ses 20 ans. Desjardins a souhaité le célébrer en grand avec vous en commanditant le concours 20 fois merci. Nous voulons marquer le coup et surtout prendre part avec Génium 360 à cette magnifique opportunité d'offrir à ses membres, à vous, plus de 20 000 $ de prix auprès de ses partenaires. J'espère que vous avez participé pour courir la chance de gagner un de ces 20 prix. Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'à ce soir pour y participer. Le code QR s'affiche à l'instant à l'écran. Profitez-en et bonne conférence à tous. Merci à Desjardins et la personnel d'être partenaires de Génium pour cette conférence. Ce sont des partenaires exceptionnels.
Durant la prochaine heure, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses de Zoom. Elles seront transmises au panel à la fin de la conférence lors de la période de questions. Vous pouvez également préciser à quel panéliste vous souhaitez que la question soit posée. Pour les gens présents avec nous, vous pourrez utiliser les micros installés dans la salle lors de la période de questions. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi je m'appelle Oriane Morier, je suis journaliste indépendante et créatrice du podcast Humanitech. Je suis aussi chargée de projet en intelligence artificielle chez Ivado, donc l'Institut de valorisation des données. Et aujourd'hui, je vais être la modératrice de ce panel que Genium 360 est vraiment heureux de vous offrir à l'issue de son assemblée générale annuelle. Donc intitulé « L'intelligence artificielle et les clés d'une implantation réussie », ce panel a vraiment pour but de démystifier les opportunités et les enjeux de l'implantation d'un projet d'intelligence artificielle dans les entreprises, donc en génie. Et pour cela, nous avons le plaisir de bénéficier de trois invités, de trois experts. Donc je vais vous les présenter. Hugues Folz, vice-président chez Vauban. Gabriela Nicolescu, professeure et directrice du département en génie informatique et génie logiciel à Polytechnique Montréal. Et Wissem Mazoun, vice-président de l'innovation chez BuzzPass. Bonjour à tous les trois. Donc pour commencer, je vous propose un rapide tour de table. Peut-être Hugues, pourrais-tu commencer? Donc la question c'est, est-ce que chacun, vous pourriez vous présenter, puis présenter votre entreprise ou organisation au regard des projets d'intelligence artificielle que vous menez? Bien sûr, merci. Hugues Folz, vice-président exécutif, là, avec tout ce que ça met en dessous d'un chapeau comme ça. Donc Vauban, c'est grosso modo la plus grosse firme en développement de solutions en intelligence artificielle au Québec. Au Canada, on est dans les plus gros aussi, là, avec plus d'une centaine de personnes. Et ce qu'on fait, grosso modo, c'est développer des solutions qui répondent à des problèmes. Puis on va s'en parler ce matin au travers des questions. L'IA, c'est bien beau, mais c'est bien au-delà du buzzword aujourd'hui, il faut voir l'intelligence artificielle. Et on a bien évidemment plein d'ingénieurs chez nous, là, fait que je vous inviterai à toute fin de la conférence à vous envoyer notre CV, tous ceux qui écoutent. Là, Gabriela Nicolescu, professeure et directrice en génie logiciel et génie informatique Polytechnique Montréal. Polytechnique Montréal, c'est une université qui forme des ingénieurs. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Polytechnique Montréal est très actif sur le plan de la formation, l'innovation et les projets de recherche. On est très réputé pour nos projets en partenariat avec les industriels, le gouvernement ou d'autres organismes. On a beaucoup d'expertise, on a des grandes équipes et une grande expertise en collaboration dans le domaine de l'AI et je vais en parler plus pendant le panel. Wissem? Bonjour à tout le monde, moi c'est Wissem, je suis de formation informaticien mais j'ai un doctorat en optimisation du transport aérien. Je travaille chez BuzzPass comme vice-président d'innovation. Chez BuzzPass, on a développé un nouveau afficheur intelligent pour les arrêts de l'autobus qui connecte tous les autobus, qui connecte tout avec le passager pour donner un service en temps réel aux passagers pour améliorer tout le transit. On est une start-up depuis quelques années. Aujourd'hui, nos unités sont installées à la ville de Laval comme la première ville qui a profité de ça. Donc, notre outil, c'est un outil qui est tout connecté avec toute la technologie de pointe de l'Internet des objets. C'est toute la connexion qui s'envoie entre les différentes villes, les sociétés de transport, de communiquer tout le monde ensemble. Le but optimal, c'est comment on offre une mobilité durable dans les villes et comment on peut aider à définir la ville intelligente avec les différents outils qu'on connecte ensemble. Donc, tout ça, ça se fait à l'aide de l'intelligence artificielle, bien sûr. Excellent, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment une discussion avec nos experts autour de, on va dire, 3 parties. J'aime bien le ternaire, là. Chaque partie va vraiment aborder un problème en particulier. La première partie, ça va être comment commencer un projet d'intelligence artificielle, par où commencer. La deuxième partie, comment le développer.
c'est la continuation là, comment on développe ce projet-là. Puis la troisième partie, mais non des moindres, comment l'implanter dans l'entreprise à la fin. Et puis au terme de ces trois parties-là, donc on a préparé des questions, on va les aborder, et au terme de ça, vous allez pouvoir vous poser vos questions en complément. Donc pour commencer, la première partie sur vraiment comment commencer un projet d'intelligence artificielle, pour les entreprises qui n'ont pas nécessairement déjà commencé de projet, c'est toujours parfois un peu difficile d'identifier le premier projet. Donc ça va être la première question, comment identifier un premier projet d'intelligence artificielle? Comment savoir par où commencer? Donc ça, c'est une question qui s'adresse à nos trois experts. Là, vous pouvez y aller dans l'ordre que vous voulez. Oui, je vais me lancer. En fait, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de commencer petit. C'est un classique. On n'invente rien ici. Puis commencer petit veut dire différentes choses en intelligence artificielle. Petit projet voulant dire peu de risques technologiques, parce que pour votre information, l'intelligence artificielle, ce n'est plus de la recherche ou de la recherche fondamentale, sauf exception faite de ce qui se fait en université et qui est effectivement très nécessaire. Il y a des bibliothèques entières d'algorithmes qui sont disponibles en open source. Donc ça, c'est comme ça qu'on dérisque un projet en IA. Donc, utiliser ces algorithmes-là, il y a une foule de use cases qui sont applicables et dans lesquels on peut utiliser ces algos-là. Donc, dérisquer d'avoir un petit projet faible risque et surtout avec beaucoup d'impact pour l'organisation. Donc, c'est trois petites clés de succès qui font que vous allez aussi envoyer le bon message. Si vous partez avec un trop gros projet en IA dans vos organisations, pour un premier, règle générale, c'est long, donc vous allez démotiver vos gens vous risquez de perdre des gens en cours de route qui n'y croiront peut-être plus. Et bien évidemment, l'argent que vous allez y engouffrer, peut-être qu'encore une fois, vous allez perdre des joueurs ou des supporters de l'IA à l'interne. Fait que partez petit budget, un scope clair aussi, super important. Gabriela? Côté université, on s'adapte dans le cas d'une compagnie qui est au démarrage d'un projet en AI. On est là en support, on est là pour apporter notre expertise. On arrive quand même avec un background, avec une expérience. Pour nous, ce ne serait pas le premier projet. Donc, je pense que si nous sommes là, avec l'entreprise, on peut les aider. Que ce soit au niveau des choix, par exemple, parce qu'il y a des librairies et des librairies avec une certaine qualité. Chaque librairie peut avoir des avantages et des inconvénients. Il faut bien savoir l'utiliser. On peut l'analyser. On aide aussi à l'analyse des risques, bien sûr. Il y a des approches qui peuvent être assez poussées. On peut qualifier les risques, on peut proposer des solutions pour diminuer les risques. Donc, et on discute aussi du niveau du personnel ou des étudiants qui est nécessaire pour la compagnie. Est-ce qu'il faut qu'on offre des stages? Ça peut être des étudiants au baccalauréat pour quelques mois ou un étudiant à la maîtrise qui est un projet de recherche d'envergure moyenne, mais ça peut être aussi des étudiants au doctorat ou des postdocs. Et là, on parle des projets, bien sûr, qui ont une composante recherche plus importante. Donc, c'est ça. J'espère que les universités, quand ils sont là, c'est pour aider et pour encourager ce démarrage vers l'AI qui est inévitable et qui est nécessaire. Merci. Wissem. Donc, pour moi, la première chose, c'est de bien définir le besoin. C'est quoi le besoin? C'est qu'est-ce qu'on a aussi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on a chez l'entreprise? C'est toujours moi ce que je dis, c'est la donnée. C'est l'une des clés d'un projet en IA, mais les données, on peut les avoir, on peut les collecter après, c'est avoir tout cet ensemble-là avant même de commencer, donc savoir est-ce qu'on a l'expertise nécessaire, savoir connecter aussi avec l'université. L'université s'est ouverte, il y a beaucoup d'universités. Les universitaires aujourd'hui travaillent de plus en plus avec les industries, donc d'être en mode de consultation au début pour voir qu'est-ce que ça existe comme technologie pour résoudre de telles problématiques. Donc, c'est pour moi, c'est ça ce que je peux compléter les deux autres réponses. Excellent, merci beaucoup. Donc, quand on commence un projet d'intelligence artificielle, il faut un budget. Et ce budget, il vient soit de l'entreprise, mais il peut venir aussi de fonds externes, que ce soit gouvernementaux, de partenaires. Ma question, c'est vraiment comment financer la mise en place d'un projet d'intelligence artificielle en entreprise. Puis l'idée, c'est pas d'être exhaustif, mais peut-être de mentionner quelques fonds, puis comment les obtenir.
Puis encore une fois, c'est une question qui s'adresse à vous trois. Est-ce qu'on peut commencer par Wissem maintenant? Définitivement, il y a différentes formes de financement, il y a plusieurs sources, les gouvernements offrent des multitudes de sources de financement pour ces projets. C'est un domaine très effervescent aujourd'hui, donc de niveau fédéral, provincial, de niveau universitaire. C'est le gouvernement du Québec en particulier, ça offre des grands programmes, beaucoup de programmes de financement à travers le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie aujourd'hui, des programmes mobilisateurs de l'ordre des dizaines de millions de dollars, comme des projets de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars. Puis aussi, on peut y aller aux universités. Je vais laisser à Gabriela le champ. Mais il y a aussi les consortiums de recherche, les RSRI, ce qu'on appelle ici au Québec, qui offrent aussi énormément, ce que soit pour l'industrie toute seule ou avec l'université. Donc, on ne peut pas les citer tous, c'est impossible, mais les sources sont énormes. Gabriela? Mais l'université profite aussi d'un bon écosystème et d'une diversité de programmes de financement. Il y a beaucoup le concept de levier de fonds. Donc, pour la contribution de l'industriel, il y a une contribution qui arrive si un chercheur est impliqué ou une équipe de chercheurs. Donc, ça fait que le projet peut être plus intéressant. Donc, il s'agit des programmes qui sont soutenus soit par le provincial, par le Québec, ou bien par le fédéral. Mais je peux dire qu'on est très bien encouragé. On a aussi les universités, un service qui nous aide à monter effectivement les projets. Donc, ce sont des gens qui connaissent très bien ces programmes et qui nous aident énormément. Ils nous aident à justement utiliser tous ces ensembles de programmes, et on peut utiliser plusieurs programmes à la fois même pour les différents aspects du projet. Donc, pour une contribution de l'industriel qui est essentielle, c'est la première condition d'éligibilité, qu'un industriel montre l'intérêt, un problème, et être prêt à mettre une contribution. Mais pour la recherche, il y a quand même des programmes très intéressants. Et comme Wissem le dit, on ne peut pas les citer tous, mais les universités sont là pour vous aider dans ce sens. Oui. Ben, en fait, peut-être pour aussi départir les deux, là. Il y a vraiment le côté, justement, recherche. Là. Ça a été bien nommé, puis faut voir aujourd'hui que c'est beaucoup de la recherche collaborative. Donc, il y a généralement plusieurs acteurs, donc les universités, bien évidemment, souvent des entreprises comme Vauban, et d'autres joueurs, peu importe, qui vont venir. Et bien évidemment, il faut une entreprise. Donc, c'est tout un pan de mur de programmes de subvention qui sont propres aux universités. Ils généralement passent par des MITAX et des variantes de ça. Donc, vous avez des étudiants et vous avez des profs qui travaillent sur les projets de recherche collaborative. L'autre côté, c'est la subvention de projets qu'on va appeler d'intelligence artificielle appliquée. Donc, c'est tout un autre contexte pour deux raisons. C'est que la vitesse n'est pas la même. Non seulement vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir une université avec vous, et il y a énormément d'argent. Puis, je vais prendre une minute pour vous expliquer jusqu'à quel point c'est grave, comment les entreprises n'ont pas embarqué dans l'intelligence artificielle ou dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Il y a un programme qui s'appelle InvestAI, dans lequel provincial, le gouvernement du Québec a mis 35 millions de dollars de disponibles. Et 4 ans plus tard, on est 4 ans plus tard après la mise à disposition de ces fonds-là, il reste encore 10 millions au moins, on n'a pas le chiffre exact, d'argent. Et c'est une subvention qui paye 50% des projets sur subvention. Là, on ne rembourse rien sur un projet en IA. Et ça prend pas que le développement de l'algorithme en charge, ça prend la mise en place des BD, le développement logiciel pour que l'algo fonctionne, bref, et ça subventionne des projets allant jusqu'à 2 millions. Vous recevez un chèque potentiellement d'1 million. Il reste 10 millions d'un coffre. On a fait des super de beaux projets, dont Patate Dolbec, que vous avez peut-être entendu parler, qui a fait, c'est rendu le projet chouchou du gouvernement. Il y a plein de projets qui ont été faits. Là. Il y en a des superbes qui ont été réalisés via ce programme-là, mais il reste du cash. 4 ans plus tard. En Ontario, ils ont eu un truc similaire. Ça a pris 8 mois. Puis il n'y en avait plus. Fait qu'au Québec, on est quand même pas mal résistant. Là. Et il existe aussi un autre programme qui, lui, vient d'être reconduit, qui s'appelle Scale AI, qui vient je pense qu'ils viennent d'avoir une nouvelle enveloppe de 250 millions. C'est à peu près les mêmes ratios de subventions.
Et même affaire, Scale AI avait une première mouture et on a eu des super de beaux projets financés via Scale AI. Eux, ils subventionnent sans limite à la hausse. Donc, vous avez un projet de 15 millions, ils vont potentiellement payer 50% de votre 15 millions. Il est resté de l'argent dans les coffres de Scale AI dans sa première mouture aussi. Il vient d'être reconduit pour un autre 5 ans jusqu'en 2028. Mais nos business, crime, ils n'embarquent pas assez vite, mettons. C'est quand même un beau problème d'avoir trop d'argent. C'est quand même, c'est rare, là. Il y a des opportunités à prendre, c'est sûr. C'est clair. J'aimerais bien qu'on clarifie un petit peu justement le processus là, presque de onboarding là, sur les projets. Puis j'ai 2 questions. Je vais commencer par Gabriela. Comment les universités comme Polytechnique aident en fait dans le montage d'un projet de recherche collaborative en intelligence artificielle? En gros, on toque à votre porte, puis qu'est-ce qui se passe? Oui. Donc, une fois qu'on est déjà interpellé ou sollicité pour un projet de recherche ou de collaboration qui est plus court terme, la première étape, c'est de comprendre les besoins de l'industriel, s'assurer que tout est bien défini, que le projet est clair, chercher les meilleures expertises. En général, un professeur, quand il est sollicité, il cherche aussi des collègues avec des expertises complémentaires pour pouvoir aider l'industriel à donner une aide complète, en fait. Et par la suite, il y a l'étape de rédaction du projet. Donc, une fois qu'on a les objectifs, la durée fixée par plusieurs discussions, et comme j'ai dit, la compréhension et la communication est très importante à cette étape. Pendant la rédaction, les universités s'impliquent aussi, bien sûr. Et donc, on voit quelles sont les ressources nécessaires, combien d'étudiants, combien de chercheurs, combien de professeurs. On rédige ensemble, on est toujours en communication avec l'industriel. Et bien sûr, côté rédaction, les universités ont aussi un service de support. Donc, ces demandes sont aussi révisées par nos bureaux de la recherche et développement pour s'assurer qu'on respecte le programme, que le budget est en concordance avec ce qui est demandé ou qu'on reste en respect de ce qui est offert par le programme. Donc, on est bien impliqué au niveau du montage du projet. Et on aide aussi à clarifier les requis demandés. Excellent. Puis même question pour toi, Hugues. Comment une entreprise comme Vubon aide en fait dans le montage d'un projet de recherche en intelligence artificielle? Donc c'est pas de la recherche, d'un projet d'application en intelligence artificielle. On fait de la recherche, mais on va toujours, et c'est effectivement une faible proportion des projets qu'on fait chez nous, là, donc c'est autour d'un 5, je dirais 5% peut-être, et c'est vraiment spécifique, puis on en a, Gabriela et moi, on est bien d'accord là-dessus. Quand c'est un projet qui bascule en recherche, faut simplement se dire que c'est pas un projet qui va aller à la vitesse d'un projet en IA appliqué, là. Donc on embarque dans un protocole de recherche ou de recherche fondamentale qui est encore plus lourd. Puis c'est tout à fait, c'est super important encore une fois ces projets-là et ces métaux-là, mais c'est pas la même vitesse qu'un projet qui arrive chez nous puis que le client dit je veux automatiser tel truc, je veux attacher ma chaîne d'approvisionnement ou remplacer l'humain à telle place. Donc là, quand on a des cas comme ça de recherche d'IA appliquée, c'est relativement simple. On va prioriser les projets d'abord. Donc, on revient à ce qu'on disait au début. Quels sont les problèmes d'organisation? Quels sont les problèmes qui ont non seulement des solutions où l'IA peut être utilisée et où on a le bon impact, gestion du risque, etc. Et on va aller jusqu'à accompagner l'organisation dans la rédaction de son cahier parce qu'il faut l'expertise. Les Invest AI de ce monde, Scale AI de ce monde, c'est non seulement des programmes qui sont géniaux, mais ils sont bien gérés aussi, dans le sens où si vous n'êtes pas accompagné d'une firme comme nous, et il y en a d'autres, là, ils vont tout simplement vous dire, trouvez-vous un partenaire. Parce que, comme je disais, on a, oui, plein d'ingénieurs, mais la majorité, en fait, l'intelligence artificielle, c'est extrêmement complexe. Même si, moi, j'essaie de le vulgariser et de le simplifier à mort, c'est malheureusement pas simple. Et un minimum d'une maîtrise, c'est le vraiment très minimum, et la majorité des gens chez nous ont un doc post-doc en IA pour être capable de livrer les projets qu'on livre. Donc, ce que Scale AI, Invest AI et les autres programmes viennent s'assurer, c'est qu'on a l'expertise à l'interne et que donc l'entreprise va être bien accompagnée. Ce qui est aussi nécessaire pour la rédaction des dossiers pour dépôt, pour subvention. Sans l'expertise en IA,
impossible de déposer un dossier et d'obtenir la subvention. Donc, on va jusque-là et après, on démarre le projet avec l'entreprise. Excellent, merci. Donc, on a discuté maintenant donc, de certains aspects du commencement de projets d'intelligence artificielle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller nous intéresser en fait au développement de ces projets-là. Puis, peut-être la première question pour commencer cette deuxième partie. Vous savez, quand on développe un projet d'intelligence artificielle, il faut monter une équipe, tant dans l'université ou dans l'entreprise donc de développement, que dans l'entreprise qui va justement en fait développer cette solution-là. Puis, ma question, c'est simple, de quelles compétences on a besoin pour développer un tel projet? Parce que c'est pas seulement des ingénieurs, c'est pas seulement des informaticiens. De quelles compétences on a besoin? Et ça s'adresse à vous trois. Là, peut-être Wissem, tu peux commencer? Il est très important, on le voit aujourd'hui au Canada et au Québec particulièrement, la pénurie de main-d'œuvre et tout, puis comment choisir les bons candidats, les bonnes personnes. Plusieurs personnes pensent que c'est les gens qui sont des informaticiens ou des mathématiciens ou des gens qui ont des compétences très, très techniques dans ces domaines-là. Alors que, en général, comme il a dit Hugues, il y a une multitude de librairies qui existent et tout. Donc, moi, je dis toujours, il faut y avoir les gens du métier. Donc, si on est, par exemple, juste pour rester dans les métiers d'ingénierie, si on est dans un problème de génie mécanique, c'est les ingénieurs mécaniciens sont eux les premiers qui vont faire ça parce qu'ils ont les outils nécessaires, ils ont tout ça. Donc, pour monter l'équipe, il faut commencer par les gens du métier même avant d'y aller vers les experts des algorithmes et de développement. C'est sûr, eux, ils sont très, très importants pour le développement des nouveaux outils et tout, mais nous, ce qu'on veut, c'est l'interprétabilité des résultats. Il y a aujourd'hui, on développe des algorithmes, on développe des choses, mais ça reste toujours le point le plus important qu'on travaille toujours dessus, c'est l'interprétabilité de résultats. Puis l'interprétabilité de résultats, ça prend les gens du métier. C'est pas juste les gens des algorithmes. Donc, il faut toujours faire attention à ne pas y aller, on va avoir tous des informaticiens, tous des gens d'IA. Non, c'est les ingénieurs ou les gens du métier sont toujours très, très importants pour bien mener ce type de projet. Hugues? En fait, ce que disait Wissem est très vrai. Hein. Les experts, il faut savoir que l'intelligence artificielle, il y a plusieurs définitions qu'on peut y attacher, là, mais s'il y en a une qui est assez parlante, c'est que l'IA va on dit mimique en anglais, là, donc ça va imiter ce que fait l'humain. Donc, dans un contexte où on veut remplacer l'humain, puis je ne veux pas être trop abrasif là-dessus, là, mais on n'a plus de staff. Là. Il n'y a plus d'employés dans trop d'entreprises. Il y a 255 000 emplois disponibles au Québec en ce moment. Et pour ceux qui n'ont pas vu passer la statistique, en 2030, on va avoir 1,4 million de jobs disponibles. Donc, les entreprises qui nous appellent, nous, ils disent carrément déconnecter la dépendance avec la main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez remplacer? On rentre dans des usines gigantesques et on se fait dire, faites-nous une liste de tout ce que vous pouvez remplacer ou vous pouvez enlever l'humain. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on dit on remplace l'humain, entre autres, c'est qu'on a besoin de l'expert, notre SME, notre Subject Matter Expert, qui, lui, va tout simplement s'assurer que la tâche qu'on va remplacer, on la remplace à la perfection par des algorithmes, des robots, donc par l'automatisation, etc. Donc, oui, il nous faut ça, mais sachez que pour développer et déployer un projet d'IA, sur une centaine, un peu plus maintenant, de personnes chez VUBAN, c'est un quart d'experts en IA, doc, post-doc. Là. Tout le reste, c'est des programmeurs, des experts en base de données, en infrastructure cloud, en infrastructure logicielle, etc., etc., etc. Et bien évidemment, des ingénieurs dans toutes sortes de domaines pour être capable de comprendre. Je parle avec un ingénieur civil parce que je suis chez Pomerleau qui est client chez nous. Je suis dans l'aéronautique, il va me falloir des gars d'aéronautique. Donc, ces ingénieurs-là vont être l'interface entre le client et la gang en IA. Donc, allez vous fouiller notre LinkedIn, là, vous allez voir, on a des bébites, on a des domaines, on a des bébites qui sont super cool, là, mais c'est tous des petits génies dans tous les domaines. Là. Excellent, merci. Gabriella, comment est-ce que tu composes tes équipes de recherche? C'est sûr que, du point de vue recherche, on a besoin des compétences un peu larges dans tous les domaines pour bien appuyer les partenaires industriels. Donc, du point de vue université, on a besoin des experts en AI, ça c'est sûr, on les forme aussi. Il y a une grande demande, d'ailleurs, nos cours en intelligence artificielle, c'est parmi les cours les plus populaires. On cherche aussi des chercheurs qui sont capables de sensibiliser les utilisateurs de l'AI
Parce que quand on utilise l'AI, il y a quand même une composante éthique, il y a une composante sensible qui fait en sorte que si on ne l'utilise pas correctement, on rate l'objectif initial qui était d'améliorer et d'accélérer certains processus. Donc, on cherche l'expertise en AI, on cherche cette composante qui est le facteur humain et comment le prendre en compte, comment faire que l'humain exploite l'AI et il l'exploite correctement. Et puis, il y a effectivement, d'habitude, on est des équipes multidisciplinaires. On a des collègues en mécanique, on a des collègues dans d'autres domaines comme l'aérospatial, et puis on travaille ensemble. Et quand on recrute l'équipe, la première question, c'est: es-tu prêt? Est-ce que tu te sens à l'aise de discuter avec des gens qui n'ont pas ton expertise sur la verticale? C'est un projet qui va un peu transversal. Et c'était très très beau projet. Et en général, quand un étudiant arrive dans notre bureau et demande un projet, une des questions c'est: est-ce qu'il y a une composante AI? J'aimerais bien approfondir mes connaissances d'AI. Donc, c'est un peu de cette manière qu'on travaille. Et c'est une très belle transition pour la question suivante qui va porter sur justement le côté, l'aspect multidisciplinaire des équipes. Quand on développe un projet d'intelligence artificielle, comme on l'a vu, on a des informaticiens, on a des ingénieurs, on a des spécialistes des données, etc. C'est des gens qui ont des expertises différentes, qui parlent pas le même langage, qui n'ont peut-être jamais collaboré ensemble ou jamais participé à ce type de projet. Mais comment on gère ces enjeux-là de collaboration multidisciplinaire lors du développement d'un projet d'intelligence artificielle, puis comment on résout en fait justement ces enjeux? En fait, si je peux prendre au début cette question, c'est très important aujourd'hui la multidisciplinarité dans ces projets-là. On parle plus d'un seul métier, on a des équipes très multidisciplinaires. Il y a le leadership, bien sûr, qui est le plus important. C'est sûr, pour les ingénieurs, c'est la première chose qu'on apprend. C'est le leadership, c'est comment travailler tout le monde ensemble et en fait, avoir une bonne vision de tout le projet. Et la vision, c'est pas juste pour l'exécutif ou pour les gestionnaires. Il faut que la vision totale du projet, ça soit transmise à tous les membres de l'équipe. Il ne faut pas qu'un membre de l'équipe, il dit « ça, c'est pas ma tâche, ça, c'est ma tâche. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. » Non, il faut que tout le monde comprenne qu'on travaille ensemble. Je pense en ingénierie, c'est la première chose qu'on apprend. Donc moi-même, diplômé d'ingénierie, c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est très important que tout le monde sache qu'on est ensemble, on a un point commun à atteindre. Donc, si moi, mon expertise est complémentaire aux autres, il faut savoir aussi la complémentarité et l'importance de cette complémentarité. C'est pas une seule expertise qui est nécessaire, c'est plusieurs, mais ça prend aussi que tout le monde comprenne ça. Il faut que ça soit dans la culture des entreprises qu'on travaille ensemble. C'est quelque chose, je pense que c'est pas mal standard et ça continue à être standard. Merci. Gabriela? Oui, donc aujourd'hui, les projets, la plupart sont multidisciplinaires, surtout dans notre domaine de recherche où on a des projets plus avancés. Je vous rassure qu'on forme les étudiants pour ça. Les générations qui arrivent sont prêtes parce qu'on a des programmes, on a des projets. Chaque année, à l'université, on a des projets qu'on appelle intégrateurs. Ce sont des projets qui utilisent des concepts qui viennent de plusieurs matières, pas seulement AI par exemple, mais c'est AI avec mécanique effectivement, ou aérospatial ou autre. Donc on travaille on anticipe en fait ces défis. Une autre façon, c'est bien sûr la vision globale a été mentionnée déjà, c'est très important d'être capable de voir le tout. Ça c'est quand même une compétence qui est pas facile. Et pour aider les équipes, il y a des recherches, il y a des partenariats. On travaille justement pour offrir des plateformes de collaboration en génie informatique et génie logiciel. Ça fait partie d'une de nos missions. Donc, on met à disposition des plateformes, par exemple, un modèle, une façon de modéliser un système ou un problème qui est capable de capter l'essentiel de chaque domaine. Et puis, ça fait la référence, le code de référence qu'on appelle, pour les équipes. Donc, on travaille aussi au niveau de gestion, de mise en place et quels seraient les outils pour pouvoir intégrer la multidisciplinarité et faire en sorte que c'est une richesse et que ce n'est pas un point bloquant ou une difficulté par la suite. Luc? En fait, tout ce qui a été dit
non seulement toujours, vous êtes dans les universités, vous êtes en amont, fait que la génération qui s'en vient clairement, puis on les sent, nous autres, les tout nouveaux employés dans les entreprises, enfin les jeunes qui sortent de l'université, puis qui arrivent en entreprise, clairement sont super ouverts, mais j'oserais dire, aujourd'hui, c'est même plus un problème, même avec nos vieux de la vieille, là, dans le sens où, si on remonte 5 ou 7 ans en arrière, puis qu'on parlait d'intelligence artificielle ou d'automatisation, pour ne rien vous cacher, il y avait quand même ce réflexe de on va voler ma job, on est en train de remplacer mon métier, puis c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a tellement plus personne, puis tout le monde est tellement débordé qu'ils nous voient arriver, ils font « Oh, Seigneur, vous venez nous aider! » Je dis « Oui, on veut vous aider. On vient vous remplacer aussi. » Mais on a vraiment une super de belle collaboration. Puis en plus, je pense qu'il y a une meilleure compréhension de ce que les technos peuvent faire. Donc, on n'a plus d'enjeux tant que ça dans les entreprises. Par contre, ce que nous, on se fait un devoir de faire, c'est toujours de donner aussi, pour avoir un langage commun avec tous les intervenants, c'est de faire donner une espèce de crash course sur c'est quoi de l'IA, c'est quoi une donnée, c'est quoi un algorithme, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment on travaille le projet, puis surtout qu'on travaille un projet spécifique. Vous le savez, là, probablement, il y a plein de catégories d'algorithmes et de modèles en intelligence artificielle. Donc, quand on travaille sur un modèle bien spécifique, c'est important qu'ils comprennent les rouages minimums qui sont relativement faciles à vulgariser pour que quand on est en processus de modélisation ou d'entraînement de l'algorithme, qu'ils comprennent on est où dans le stade, puis que cette étape-là, elle va prendre 6 mois. Ça arrive, fait qu'il faut que leurs attentes soient gérées en conséquence. Fait que on a un rôle à jouer dans tout ça aussi, bien évidemment. Mais je redis ce que je disais, honnêtement, dans les entreprises, il n'y a plus la résistance qu'il y avait avant. Là. Parfait. Donc, quand on développe un projet d'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on va se heurter à des problèmes techniques. Il va y avoir des enjeux, en fait, lors de ce développement-là. Puis, ma question pour vous, c'est quels peuvent être ces enjeux-là? Est-ce que vous pourriez en identifier quelques-uns pour donner des exemples concrets? Puis, comment les dépasser? Puis, Hugues, est-ce que tu veux commencer? Oui, avec plaisir. En fait, les enjeux sont toujours très, très contextuels à l'entreprise. J'ai envie de dire, le premier enjeu, c'est souvent de tomber dans ce que moi j'appelle le piège du trip technologique. On se parle d'IA aujourd'hui, c'est super, mais puis c'est notre passion, c'est notre dada chez Vuban, on est bien d'accord, mais le point, c'est que l'IA n'est pas la solution à tout, puis c'est pas magique. Donc, faut se rappeler que les entreprises, l'urgence, c'est de transformer nos organisations. Puis si c'est des robots qu'il faut et pas de l'intelligence artificielle, c'est mauditement important qu'ils mettent de l'argent dans les robots et pas dans l'IA et ou dans n'importe quelle autre technologie disponible. Fait que ça, moi je trouve que c'est un enjeu important, c'est que l'IA est un peu vu comme le Saint Graal. Il faut beaucoup de pragmatisme, puis il faut arriver avec la vraie réflexion au début, qui n'est pas très longue, mais disant, OK, fine, j'ai vraiment les problèmes que je constate à régler, puis oui, effectivement, l'IA peut être une solution. Sinon, ça fait des échecs, puis on en a plein qui, malheureusement, au Québec, on fait mauvaise presse à l'IA ou à plein de technos, parce qu'ils sont partis, c'est chapeau de roue, puis il y a 10 ans, c'était le trip, c'était pas l'IA, c'était les robots, justement. Ils ont rentré des robots dans les usines sans se poser de questions, et l'automatisation passait par l'arrivée d'un robot. Ils ont mis 500 000 dans un robot qui roule à 10 % de sa capacité ou de sa performance optimale. Et puis, ça a créé un goulot de plus, un step après le robot. Donc, c'est toujours pareil. Le trip technologique, moi, je l'appelle comme ça. Faut faire super attention. Puis, ça revient à dire, choisissons les bons premiers projets, commençons petits, etc. Oui, Sam? En fait, une chose très importante, il faut être prêt. Il faut savoir quel projet, quel problème on veut résoudre. C'est pour ne pas y aller trop loin, parce que si on veut dire qu'est-ce que je peux faire, the limit is the sky, excusez mon anglicisme, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Puis je reviens sur ce qu'il a dit Hugues dès le début, là, c'est commencer petit, parce que si on veut embarquer dans des grands projets, il n'y a pas de limite, puis on peut embarquer dans des labyrinthes. Donc, il faut savoir quel problème on veut résoudre avant tout. C'est quoi le premier problème? Avoir c'est quoi sa roadmap, c'est quoi le chemin qu'on veut aborder. Commencer par des petits problèmes avant d'y aller vers des gros. Dans les entreprises aujourd'hui, certaines entreprises, j'ai vu dans mon ancienne vie qu'ils viennent et ils ont des équipements des années 1920, 1930, puis on veut faire de l'IA. Il faut commencer petit à petit, il faut savoir comment on commence. Des fois, les dépenses, des fois, les coûts vont être très
très, très élevé, même avec les subventions qu'on va avoir. Il faut savoir, même si on a des subventions qui vont financer 50% des coûts, ben, il y a un 50% à débourser. Si j'ai un projet de 20 millions, oui, c'est sûr, je vais recevoir un 10 millions de subventions, mais il faut avancer les 20 millions parce que c'est un remboursement qu'on va recevoir. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on embarque. Il faut limiter dès le début. Il ne faut pas y aller à des ambitions très, très grandes. On est ambitieux par nature, on est des ingénieurs, mais il faut vraiment limiter ça. Il faut vraiment savoir c'est quoi les premiers pas à faire. Puis il me semble qu'on avait aussi parlé je vais te donner la parole, Gabriela, mais du type de plateforme qu'on utilise, du type de données dont on a besoin. Peut-être que tu pourrais implémenter sur ça, l'un ou l'autre. Ben, définitivement, c'est une partie très importante. C'est quelles données qu'on va se baser. L'IA, aujourd'hui, si on a des grands succès, c'est à cause de la donnée. Il y a un professeur de Polytechnique qui nous a enseigné, je me rappelle, depuis les années 2000, les années 2000, il a dit toute l'information que l'humain a pu ramasser depuis le début de la Terre jusqu'à 2003, aujourd'hui, on peut déjà collecter toutes ces données en moins d'une seconde. Donc, c'est la quantité de données qui circulent, la quantité de données qu'on peut avoir est gigantesque et importante. Là, est-ce que toute la donnée est importante? Et ça, c'est le piège. Les compagnies disent « Ah, j'ai beaucoup de données. » Mais c'est quoi le terme « beaucoup » et c'est quoi la valeur de ces données-là? C'est pour ça qu'il y a comme il a dit Hugues, là, il faut y aller vers des experts qui vont nous dire c'est quoi, comment on peut valoriser ça. Et aussi, même si on n'a pas de données, des fois, des gens ils disent « Ah, on n'a pas de données. » Mais aujourd'hui, dans les industries, on peut collecter les données et aller aux universités et tout. C'est là où ça nous aide à pouvoir collecter ces données-là et comment collecter des données pertinentes pour la résolution des problèmes. Gabriela, est-ce qu'à Polytechnique, vous aidez les entreprises à identifier quelles bonnes données puis quelles bonnes plateformes utiliser? Oui, c'est une partie qui est une étape de chaque projet d'intelligence artificielle. D'ailleurs, on regarde avec le partenaire. Et bien sûr, ça dépend. Il y a plusieurs types d'algorithmes, plusieurs des techniques possibles pour adopter dans le projet. Et donc, en fonction de ces techniques qui dépendent de l'objectif final, il y a des données ou d'autres qui sont nécessaires. Donc, c'est une étape d'exploration, je dirais. Et cette exploration, ça peut se faire par les universités. Donc, on essaye de voir, et si on appliquait cette technique avec ce type de données, qu'est-ce que ça donnerait, sinon les autres. Ça peut être une étude théorique, ça peut être une étude empirique. Mais les universités, justement, peuvent aider dans cette exploration, dans cette prise de décision, en vous aidant avec le bagage qu'on a. Ça se peut qu'on a déjà fait des explorations auparavant. Donc, si un partenaire nous voit, on dit, mais on a eu un problème similaire de notre partenaire et on a fait cette exploration. Et nos conclusions sont que si vous utilisez ce type de données ou ce type d'algorithme, ça peut vous aider. Donc, c'est ça. Et je comprends que les compagnies ne peuvent pas être trop ambitieuses. L'université le peut plus. Donc, ça fait partie de notre mission d'explorer, d'aller à l'avance, de prendre certains risques. On est là pour ça. Et donc, une fois qu'on a pris les risques, qu'on a compris des choses, on les partage justement pour vous aider à aller le plus loin possible. Merci. Donc justement, quand on est une entreprise, on a parlé plusieurs fois, notamment pendant la première partie, de contraintes de temps. Quand on a une entreprise, on doit optimiser rapidement, on doit être efficace rapidement. On n'a pas nécessairement le temps d'attendre 10 ans que la recherche avance là, en intelligence artificielle pour mener à bien un projet. Donc, je sais que Hugues et Gabriela, vous allez avoir des réponses très différentes du fait de la nature de vos organisations, de vos entreprises. Mais comment est-ce qu'on gère des contraintes de temps de développement de projets d'intelligence artificielle, notamment en considérant des impératifs en fait, de mise en marché rapide des entreprises? Est-ce que, Gabriela, tu voudrais commencer, puis Hugues ensuite? Oui. Donc, l'université est impliquée dans plusieurs types de projets. Il peut y avoir des projets plus court terme et des projets plus long terme. Quand c'est des projets plus court terme, c'est sûr même si on est une université, on doit tenir compte des contraintes de temps qui sont importantes pour l'entreprise. Dans ce cas, c'est le type de ressources qu'on met en place pour la compagnie, par exemple. C'est sûr qu'on ne recrutera peut-être pas un PhD qui doit présenter des solutions qui sont à long terme et qui sont exploratoires.
mais on peut, et je pense qu'en collaboration avec des compagnies comme la vôtre, on peut par contre aider avec des stagiaires, par exemple. C'est un stage, un temps bien limité, avec un objectif qui est plus applicatif, qui n'est pas recherche. On peut avoir des associés de recherche ou d'autres types de personnel. Et dans ce type de projet, je pense que moi je sais, on a des projets Scale AI, et puis on unit nos forces et on travaille ensemble. Et puis les projets de plus long terme, là, on les gère différemment. Mais je pense que la collaboration et le fait, on aide à notre façon dans ce type de situation. Exact. En fait, effectivement, l'université a pour mission de développer, encore une fois, des algorithmes qui vont soit être un peu de la recherche, soit parfois aussi ils vont faire de l'appliqué en proposant des étudiants. Donc là, on est justement dans des contextes de collaboration. Maintenant, ce que je dis toujours, puis Gabriela et moi, on s'entend là-dessus aussi, c'est que les projets critiques des entreprises et où prioritaires, ben c'est normal, mettez pas ces projets-là dans les mains d'un étudiant qui a une session, puis à la fin de sa session, rappelez-vous, quand vous étiez à l'université, ben la session est finie. Hein, fait que le projet, malheureusement, s'il est dans les mains d'un étudiant, puis que c'est votre projet qui techniquement va révolutionner votre modèle d'affaires, vous prenez un méchant guess en disant que c'est un ou deux étudiants qui vont vous le livrer. Donc ça, c'est aussi la track qu'il faut choisir adéquatement. Le point maintenant, vitesse-wise, moi j'ai envie de dire, démarrer le plus vite possible, c'est pas mal ça le discours, c'est qu'on est tellement en retard que la vitesse de toute façon à laquelle généralement les entreprises comme la mienne vont, la vitesse est tellement grande que c'est les entreprises qui sont les clients qui ont de la misère à suivre. Donc, je redis, hein, les entreprises n'ont plus de temps, tout le monde est surchargé. D'aller dire, on va prendre vos experts qui sont les plus connaissants, puis on a besoin de travailler avec eux. C'est ces mêmes experts-là qui font des semaines de 50 heures puis qui sont overwhelmed. Là. Donc, c'est le défi de la vitesse va généralement être une danse qu'il faut clairement danser à deux, là, donc de toutes les façons. Que ce soit dans un projet de collaboration, que ce soit dans un projet qu'on veut livrer, le truc à retenir, c'est démarrer vos projets le plus vite possible. Puis à ça, moi, j'associe tout le temps, essayez pas de vous faire un plan de projet 5 ans. Ça sert absolument à rien. Souvent, on a tellement lu de rapports de... il y a toutes sortes de trucs, là, entre autres, que le gouvernement a proposé d'Audi 4.0, puis là, de faire par des consultants des plans de transformation numérique ou de projets sur 5 ans. Vous n'avez pas la boule de cristal, et on ne l'a pas non plus, pas plus que les universités, sur ce qui va être mature et disponible dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait que faites un plan. D'abord, moi, je dis toujours la même affaire quand on me remet un plan. Hey, check, c'est ça qu'on a fait, c'est notre plan de transfo. Je vais voir, OK, c'est cool, puis c'est une brique, là. Je dis, OK, mais vous faites quoi, là? Ah, on attend, on check ce qu'on va faire en premier. C'est OK. Puis là, donc, ce trimestre-ci, vous savez pas. Non, ah non, on sait pas. Puis là, cette année, ah non, ça, c'est pas non plus. Et tu sais, mettez-vous en mouvement. Moi, c'est toujours la même affaire. Assurez-vous de l'ender. Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Puis démarrer vos projets. Si je me permets d'ajouter, étant dans les deux univers, étant au milieu, dans les 2 dernières décennies de ma vie, j'étais à l'université comme chercheur, j'étais entre les deux à monter des projets de recherche, je travaille à l'industrie il y a quelques années. Moi, ce que je dis, le plus important, c'est d'avoir les deux. La vitesse à l'industrie, les gens en industrie, lorsqu'on est en industrie, je veux mon produit hier. C'est le seul mot qu'on utilise. Quand est-ce que tu as besoin de ça? Hier. Puis, à l'université, on veut y aller plus loin, on pense à ce qui va y arriver dans les 5-10 prochaines années. Donc, il faut y avoir les deux. Il faut avoir à développer ce qu'il existe pour le court terme, comme il a dit Hugues, mais il faut aussi avoir la vision avec l'université. C'est pour ça qu'il faut y avoir les deux rythmes. Il faut y avoir les équipes à l'interne qui sont bien équipées, qui vont travailler à livrer la marchandise immédiatement. Il faut être proche des universités aussi pour avoir accès à ces ressources-là, pour être en premier à avoir accès à ce qui est comme nouveauté et à vouloir être toujours un visionnaire. Donc moi je dis, c'est 2 vitesses, c'est pas la même vitesse, mais il faut y avoir les deux. On peut pas juste se limiter à ce qui existe parce qu'on doit y avoir ce qui va y arriver, donc il faut trouver le milieu entre les deux. Puis par rapport à ça, qui est très vrai,
il y a une citation que je vous donnerai là, qui est une personne très, très connue, Joshua Bengio, qui a donné dans une conférence l'année passée où on s'est croisés. Quand Joshua Bengio, c'est quand même notre sommité international en IA, hein, si vous ne connaissez pas, qui a remporté l'équivalent du Nobel en intelligence artificielle. Il a dit « Nos entreprises sont tellement en retard que pour juste uniquement utiliser et implanter les algorithmes matures et disponibles aujourd'hui, c'est l'année passée, là, il dit, ils en ont pour 10 ans avant de voir le bout. Donc, commencez. Puis moi, la question qui me fait toujours lever le poil de ses bras, c'est que la première question souvent que les entreprises nous posent, et probablement que posent aux universités, c'est « C'est-tu mature? » C'est-tu mature? Vous n'avez tellement des algorithmes dans vos téléphones, dans vos poches, vous ne savez même pas comment nous décrire ce que c'est l'IA, mais vous l'utilisez tous les jours. Puis vous vous demandez si c'est mature dans vos organisations. C'est ça le vrai problème, là. Bref. Merci. Donc, on a parlé vraiment des enjeux puis des opportunités lors du développement de projets d'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler de l'implantation. Ces projets-là, nécessairement, l'implantation de ces projets, ben, ça va créer du changement pour vos organisations. Puis, vous avez des processus en place qui ont fait leurs preuves. Vous avez des employés qui sont habitués à utiliser ces processus-là. Puis, quand vous allez implanter un projet d'intelligence artificielle, nécessairement, ces processus-là, ils vont changer. Donc, la question, c'est ben, comment gérer le changement dans l'entreprise suite à l'implantation d'un outil d'IA, puis aussi, ben, comment gérer les résistances des employés. Hugues, veux-tu commencer? Oui. La première chose que je dirais pour la résistance des employés, elle est moindre qu'elle était, comme je l'ai dit tantôt. Par contre, ça ne fait pas en sorte qu'il ne faut rien faire. Il faut clairement se soucier de la gestion de changement. Nous, on va jusqu'à le mettre dans notre contrat, là. Donc, ça n'est pas notre métier du tout, mais c'est hyper important. Donc, soit l'entreprise a une équipe de gestion de changement à l'interne et cette équipe-là livre la marchandise, soit même des fois, l'équipe de gestion de changement interne est un peu dépassée, ils vont faire appel à des consultants externes pour se faire accompagner, pour être certain que la gestion de changement soit bien faite. Donc, hyper important. Après, je dirais, c'était quoi l'autre angle de ta question? J'ai une petite question subsidiaire à ça, juste pour clarifier. C'est quoi la gestion de changement? C'est qu'est-ce qu'on apporte? C'est quoi la marchandise dont tu parles? Ben, c'est communication. La formation des employés. C'est qu'ils comprennent dans quel processus ils s'embarquent. C'est qu'on les rassure parce que, on le dit, là, les entreprises n'ont plus d'employés, mais il faut qu'ils gardent les employés qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils les préservent et qui souvent, on va parler de la transformation de la main-d'œuvre en plus de la transformation de l'organisation. Donc, c'est gros, là. C'est quand même un méchant gros bout, là. Et, encore une fois, hyper important. Puis, le début de ta question que j'ai manqué. Les changements dans l'entreprise, mais je pense que tu as répondu. Changement dans l'entreprise et résistance des employés. Oui. Gabriella, est-ce que Polytechnique met la main à la pâte pour aider l'entreprise à changer? Oui, on contribue, bien sûr, avec le rôle qu'on peut jouer. Premièrement, on a des programmes de formation continue, par exemple, où on peut offrir des formations sur demande ou organiser des événements pour aider les employés, justement, pour les sensibiliser, pour leur expliquer les technologies, l'impact, les familiariser avec certains concepts. Là où on peut aider aussi, et on le voit très souvent, les étudiants ou les chercheurs qui sont impliqués dans les projets de développement qui vont être implantés, donc le livrable est implanté après, mais la plupart sont recrutés après par les compagnies. Il faut savoir que c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on est tellement sollicité. Donc, on a formé les gens, on les a guidés. Ils ont été dans un cadre universitaire et industriel à la fois, donc ils ont profité d'une très belle transition. À la fin, il est quand même l'employé de la compagnie. C'est un atout, je dirais, pour la compagnie. Et puis, il aide vraiment au changement parce qu'il a été impliqué dans le développement, mais il va faire partie du processus qui exploite ce livrable. Donc, ce sont des aspects avec lesquels on peut aider les compagnies. Wissem? Puis surtout, juste, je complète un petit peu ce qu'elle a dit Gabriella, c'est aussi, il ne faut pas oublier, on a des organismes, surtout au Québec, qui offrent ça.
comme Ivado, comme Mila. Ils offrent des formations pour les entreprises de quelques jours, les employés, Hugues aussi, avec Escalea et tout. Tous ces organismes travaillent ensemble aujourd'hui pour donner des petites formations. Et la gestion de changement, ce qu'a dit Hugues, il a presque tout dit, mais la gestion de changement, c'est un point très important parce que le chemin, des fois, est un petit peu lent. Et on voit de plus en plus ce qu'on appelle le Valley of Death. Là. Au début, les gens vont embarquer, vont être contents, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Mais avec le chemin, on va avoir les gens que la morale commence à... On attend le système et tout, c'est très important. Un des points qui est important, que par exemple, nous, chez Baspas, on le voit souvent, parce que nous, on est une entreprise technologique, qu'on offre la service, donc tous les gens, toute mon équipe, c'est des PhD. J'ai pas de personne qui a pas de doctorat dans le domaine. Donc, ça donne que la gestion de changement des employés, c'est pas très difficile. Mais la gestion de l'humain en tant que tel, de l'utilisateur, on débarque dans la rue avec un outil qui peut parler avec les gens. Quand je parle avec des sociétés de transport, dans des conférences, dans des grandes conférences internationales, les gens me disent « Ah, ben oui, je veux ça, je veux avoir tous les équipements. » Je dis « Est-ce que vous êtes certain que vous voulez avoir un engin dans l'arrêt d'autobus, que la personne qui va arriver, il va lui dire « Bonjour madame, bonjour monsieur ». Où est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça va faire peur aux gens. L'acceptabilité sociale de la technologie en tant que telle, c'est un point de recherche très important et c'est un point qu'il faut considérer en ingénierie. En tant qu'ingénieur, on développe des solutions, mais aussi en tant qu'ingénieur, on doit être aussi conscient que la société, comment elle va accepter cette technologie qui est envahissante. L'IA aujourd'hui, c'est pas mal envahissant, que ce soit dans l'usine elle-même, où l'employé va se sentir comme il est contrôlé par la machine, ou dans la rue quand même, ou avec nos cellulaires. C'est quoi l'impact de ça? Donc la gestion de changement, ça dépasse aussi le cadre dans l'entreprise, mais savoir c'est quoi l'impact social, c'est comment ça va être dans la société, comment la société va accepter ces technologies. Et la solution est très simple. Commencer petit à petit. Il faut y avoir des objectifs bien limités. Je ne commence pas à avoir un engin qui va parler aux gens dans la rue avant qu'ils s'adaptent à avoir quelque chose qui peut faire ça. Excellent. Donc, justement, ça nous amène à la gestion des risques. On a parlé de gestion de changement, mais c'est vrai que l'implantation d'un outil d'intelligence artificielle dans une entreprise, il y a des risques. Ça peut être l'acceptabilité sociale, comme tu as parlé, ça peut être d'autres risques. Comment est-ce qu'on gère justement ces risques-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir et quand ils arrivent, les gérer? Hugues? Oui, bien, en fait, les façons de développer aujourd'hui, que ce soit du logiciel ou en intelligence artificielle, sont quand même très bien adaptées. Ça fait pas en sorte que c'est parfait, mais c'est très bien adapté à la gestion des risques associés à toute nouvelle techno, j'ai envie de dire. Dans le sens où la méthodologie agile, pour ne pas la nommer, permet de non seulement y aller de façon très, très itérative, mais en plus permet aussi de rapidement tuer un projet carrément si on voit qu'il ne va pas dans la bonne direction. Après, honnêtement, c'est toujours d'appliquer les bons vieux principes, là. Donc, c'est de faire une preuve de concept, de s'assurer qu'on a validé la faisabilité et avant de se lancer. Puis la beauté, en plus, on a parlé des programmes de subvention. Les programmes de subvention viennent aussi faire ces validations-là. Donc, si on n'a pas démontré qu'on a, choisi le bon modèle algorithmique, qu'on a les données qui nous permettent d'avoir des corrélations suffisantes, donc il y a 2-3 clés de succès, là. Une fois qu'on valide ça, très franchement, on est capable de dérisquer le projet rapidement au début. Après, il y aura toujours un risque d'adoption, ça a été nommé. Donc là, on revient à la gestion de changement. Moi, j'ai envie de dire, technologiquement parlant, il ne faut pas que ce soit le frein. Puis il y a même un truc qui a trop souvent été considéré comme le gros risque, là, puis c'était on n'a pas de données, là. Je dis, aujourd'hui, arrêtez, puis tantôt, Wissam le dit, là, nos machines, on reçoit de la donnée en quantité tellement phénoménale qu'avant de vous dire on n'a pas de données, prenez une minute, là, puis regardez, OK, votre machine, elle pulse à quelle fréquence, puis si, tantôt, il y a une question qu'on répondra, là, si vous êtes dans une usine, vous produisez à quelle fréquence, puis si c'est des patates qui passent, ça passe à quelle fréquence, puis s'il faut des photos de patates pour les inspecter, bien, faire un dataset de photos, de 30 000 photos, si vous passez des patates, comme l'exemple que je vais vous donner tantôt, à la vitesse où il en passe, bien, ça prend 2 mois. Bien, 2 mois, c'est à peine le temps de faire le kick-off, de s'assurer que l'équipe est toute prête à partir. Fait qu'il y a vraiment une façon
simple d'accumuler de la donnée et de s'assurer qu'on est prêt à partir d'un projet, règle générale. Il y a des projets en IA, puis je ne veux pas le généraliser, où effectivement, il faut de la donnée historique de plusieurs années, mais arrêtez-vous pas à ça, faites les validations, encore une fois. Gabriela? Je pense que par nature, un projet de recherche est là pour dérisquer, effectivement, parce que ça permet à la compagnie de laisser les employés à se focaliser sur la trame principale, le produit actuel ou à plus court terme. Mais on délègue la gestion des risques, l'analyse, qu'est-ce qui se passerait si on fait certains changements ou on adopte une certaine technologie ou on manque d'une solution. Est-ce qu'on peut trouver cette solution? Donc là, c'est les universités qui embarquent et qui font le premier prototype. Et, au début, peut-être que ça ne marche pas. Ensuite, on discute. On arrive quand même à une première solution. Et une fois que ce prototype est en place, ça nous permet effectivement de voir quel serait l'impact. Quand c'est prêt, quand c'est assez mature, assez validé, c'est là qu'on fait ce qu'on appelle le transfert technologique. Et puis, ça fait partie des projets. On sait gérer la propriété intellectuelle, on sait gérer toute la partie confidentialité qu'il s'agit de données qu'on nous donne, et ainsi de suite. C'est la vie de tous les jours, l'universitaire. Donc, on peut aider à dérisquer de cette manière, soit en nous déléguant que ce que vous considérez que c'est risquant de faire sur place et vous n'avez pas à charger les employés avec ces problèmes. Et aussi en faisant des analyses de risques théoriques avec des algorithmes qu'on développe en informatique et logiciel. Marianne, si je peux me permettre, ça m'a fait penser, il y a un truc important. Le risque principal, c'est de faire affaire avec des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. En gros, là, donc, puis faites vos validations. C'est triste, là, mais l'IA est un buzzword, puis il y en a plein. Il y a des firmes qui faisaient rien, absolument, qui n'avaient pas rapport avec l'IA, viennent de se faire un spin-off, puis tout d'un coup font l'intelligence artificielle. Nous, ça nous a pris 11 ans à avoir l'expertise qu'on a. Puis on n'a pas fini. Bref, assurez-vous d'avoir les universités. Vous avez, c'est sûr que quand tu es avec une université, ben crime, c'est les sommités, c'est les profs. Fait que, effectivement, l'aspect expertise, c'est rassurant. Pour des firmes qui travaillent avec vous, demandez des références. Assurez-vous de parler aux clients. Si l'entreprise vous dit qu'elle a fait des projets en IA, good, OK, appelez-la les clients. Puis demandez, ça a-tu marché? Ça marche-tu? Ça a-tu été déployé? Puis n'oubliez jamais qu'un algorithme qu'on vous remet sur une clé de mémoire, ça ne marche pas, là. Il n'est pas déployé, il n'est pas dans un système, il n'envoie pas de données, il n'en reçoit pas. Il est peut-être bien beau, mais il n'est pas déployé. Fait il y a plein ça, c'est le risque, c'est d'avoir des fournisseurs, un partenaire pour livrer la marchandise. Excellent. Wissem? Moi, j'ai 3 points que je trouve toujours très, très importants. Donc, c'est pour mener un projet. Il y a un risque à atteindre les objectifs. C'est le premier risque. Est-ce que j'ai les outils nécessaires pour atteindre les objectifs? Le deuxième point, c'est l'un des plus importants lorsqu'on parle à un exécutif. Est-ce qu'on a les finances nécessaires pour le faire? Est-ce qu'on a les fonds nécessaires pour mener ce projet-là? Et le troisième, est-ce qu'on a l'effectif? Est-ce qu'on a les personnes? Est-ce qu'on les a chez nous? On peut les recruter avec toute cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que je reviens à la toute première question. C'est les programmes qu'on offre. Puis je continue sur ce qu'il dit, Hugues. C'est toute cette multitude de programmes. L'objectif principal, c'est comment on dérisque le projet. C'est comment on dérisque, parce que ces organismes-là, si je viens à SkillAI ou InvestAI ou même le MII ou même tous les organismes qui financent la recherche, il y a des gens qui sont des experts qui vont évaluer est-ce que les objectifs qu'on a sont atteignables ou pas. Donc ça, c'est la première étape avant d'embarquer dans des projets, c'est avoir des gens, on a l'expertise au Québec, surtout au Québec, on les a, puis ces gens-là sont là pour vous aider, pour aider les entreprises à évaluer leurs projets avant tout. Après ça, ça va financer aussi le projet, et là, ça a des risques liés, l'incertitude technologique et tout, on a au moins les fonds pour pouvoir supporter ça. Et on a accès à l'université, et je le répète, moi dans mon équipe, j'ai plus que 10 PhD et postdoc qui travaillent, qui sont en collaboration. J'ai beaucoup de collaboration avec Gabriela aussi. Puis c'est très important d'avoir ces gens-là, parce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. On peut les former nous-mêmes. Lorsqu'on prend des étudiants, des ingénieurs qui viennent de sortir, ils veulent aller plus loin, qui veulent faire une maîtrise ou un doctorat, l'entreprise peut les financer ou peut financer ses propres employés
à l'aide de l'université et tout, puis là, c'est les futurs employés. Donc, c'est très important, ces 3 points. C'est est-ce que les objectifs qu'on veut, est-ce que sont atteignables? Est-ce qu'il y a un grand risque? Est-ce qu'on a les outils financiers? Est-ce qu'on financièrement, on peut les atteindre? Et est-ce qu'on a l'effectif nécessaire pour le faire? Merci. On commence à arriver à la fin de notre temps alloué. Il reste encore 2 questions, donc je vais vous enjoindre de répondre rapidement. Mais c'est des petites questions. Donc peut-être la première, c'est quelles sont les nouvelles pistes de recherche en intelligence artificielle en cours, là, ou dans les prochains mois, on va dire? Qu'est-ce qui est prometteur, notamment pour des ingénieurs? Est-ce que, Gabriella, tu voudrais commencer? Oui. Selon moi, côté recherche, ce qui vaut la peine d'être abordé, en fait, il y a des aspects qu'on n'a pas mentionnés, même quand on a parlé des risques, en fait, on aurait pu les mentionner. C'est le niveau de confiance qu'on fait à l'AI, en fait. On dit qu'il y a des librairies, oui, mais d'où viennent ces librairies? C'est quand même comme une chaîne d'approvisionnement. C'est le cyber chain, en fait, et il faut faire très attention aussi à ça, parce qu'il peut y avoir du code même maléfique dans ces librairies. Donc, je pense qu'il faut se pencher sur cet aspect du niveau de sécurité de l'intelligence artificielle qu'on adopte, la robustesse de cette AI, est-ce qu'il est sensible ou non à certaines influences externes, la fiabilité, et tout ça, ça augmente le niveau d'acceptabilité qui a été mentionné tout à l'heure, parce que si on sait que ces aspects ont été abordés au moment du projet, mais on sait que c'est un AI qui est là, qui est en place, qui est solide, oui, on aurait pu juste prendre quelque chose qui existe, et on peut le prendre, mais il faut faire sa vérification, les parties de vérification de diligence qui font en sorte qu'on sait que cet AI qui est là, on peut lui faire confiance. Et une fois qu'on en est là, on peut l'adopter pour des domaines d'application qui sont critiques, qui sont sensibles pour la société. Mais pour ces domaines, je vais laisser Hugues me compléter pour ne pas tout dire. Ben, en fait, merci Gabriella. Ce qu'on voit, il y a 2 choses. En fait, quand on s'était parlé, des nouveautés, il y en a tout le temps maintenant. C'est des trucs qui vont être de pousser plus loin dans certains domaines très spécifiques. Nous, ce qu'on voit, c'est surtout l'application et les domaines d'application qui sont de plus en plus vastes. Donc, on va attaquer aujourd'hui, entre autres, la fameuse chaîne d'approvisionnement mondiale, qui est un bordel connu, là. Donc, on va venir utiliser l'IA pour réattacher cette chaîne d'approvisionnement et la faire, on appelle ça la chaîne d'approvisionnement intelligente. Donc, c'est de dire que la demande va remonter tout au long de la chaîne et on peut prédire la demande et on peut comme ça prédire les stocks, l'arrivée des matières premières dans les ports, dans les lieux d'entreposage, etc. Donc, c'est d'attacher une chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de c'est pas demain la veille, hein, je vous le dis, là, mais c'est une énorme tendance. Il y a d'énormes investissements qui se font. Nous, on est très présents dans le monde, entre autres portuaires. C'est gigantesque là, ce qui se fait là-dedans. Maintenant, ce qui est peut-être hot, là, si vous voulez lire, c'est de cette semaine. En fait, si vous voulez vous faire peur un peu aussi, là, allez voir ce que Meta, Facebook, vient de sortir cette semaine. C'est l'agent conversationnel le plus puissant jamais sorti, qui a l'habileté d'argumenter avec l'humain à l'image de ce qu'un humain normal. En fait, c'est à s'y méprendre, là. Vous n'aurez pas l'impression de parler d'une machine. Et vous allez argumenter sur à peu près n'importe quel sujet. Oui, Sam? Moi, je dis, c'est les 3 niveaux. On a commencé par l'intelligence des affaires, avec l'analytique descriptive. Les premières choses qu'on a fait avec les données, on a pu décrire les données, on a pu faire des tableaux de bord qui ont été d'une grande utilité pour un exécutif. Au lieu de lui dire, ben voilà les données, ce qu'on fait, on peut faire des graphiques, on peut faire une analytique, ce qu'on appelle descriptive. Après ça, on est allé vers l'analytique prédictive. Ça veut dire, là, on utilise les données pour prédire ce qui va se passer. Donc, on peut être prédictif pour ce qui va. Aujourd'hui, on parle plus de l'analytique prescriptive. Donc, on prescrit les émotions. On peut lire aujourd'hui un courriel, 2 courriels qui disent la même chose, mais on peut savoir, les algorithmes, ça complète, l'agent conversationnel, on peut voir dans le texte, est-ce que la personne qui l'a écrit, est-ce qu'elle était fâchée ou elle était contente? C'est très important de voir, c'est la même chose, ça dit la même chose, mais savoir les émotions humaines. Là, on est plus vers le prescriptif. Comment est-ce qu'on peut
Puis, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'éthique à respecter. Il y a beaucoup d'intrusions aux données. Il ne faut pas être intrusif aux humains. Donc ça, c'est beaucoup de sujets de recherche très importants qu'on mène aujourd'hui. Une dernière question. Si vous aviez un conseil et un seul à donner aux ingénieurs qui sont là, donc soit en ligne, soit en présence dans la salle, pour soit commencer, soit développer, soit implanter un projet d'intelligence artificielle dans leurs entreprises, ce serait quoi? Hugues, est-ce que tu veux commencer? Lisez sur le sujet, en fait. Il y a une quantité phénoménale d'informations très, très bien faites. Si vous voulez, en fait, envoyez-moi un mail, je vais vous donner des références de bouquins là, sur les bons trucs à lire pour l'AI 101. Là. Puis, envoyez-nous votre CV. J'avais promis que j'allais le dire. Gabriella? Pour moi, oui, lire c'est important, mais je pense que la collaboration, la communication est important aussi. Renseignez-vous. N'oubliez pas qu'il y a des experts qui sont là, c'est notre métier. Une grande partie de notre métier consiste à l'appui à des ingénieurs comme vous. Donc c'est nouveau, c'est quand même comme un changement de paradigme presque parce on se confie à des algorithmes pour des tâches qui sont quand même importantes. Mais n'oubliez pas que vous êtes à Québec, à Montréal, on est quand même un hub qui est reconnu mondialement. On a des chercheurs, des experts qui sont réputés, que tout le monde connaît, pas seulement au Canada. Donc c'est la place. Si on ne le fait pas ici, avec toute l'historique et toute l'expertise qu'on a, pourquoi il n'y a pas de raison, il faut juste oser et collaborer. Et je pense qu'on va y arriver. Puis c'est tellement vrai, là. On est reconnu mondialement comme étant, on est un des top 5 dans le monde en compétences en intelligence artificielle. Fait que, un truc que je dis souvent, écoutez Découverte, juste ça. Vous allez, dans presque chaque émission de Découverte, on parle d'innovation québécoise qui comprennent et qui incluent de l'intelligence artificielle. Fait que, au lieu d'écouter Occupation Double, c'est à la même heure. Hein? Enregistrez-le, si vous voulez. Mais mettez Découverte. Oui, Sam, ton conseil? Attendez pas. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Ça fait environ 2 décennies qu'on avance dans ce domaine-là. Il faut foncer. Il faut être prudent aussi. Et il y a les fonds nécessaires, il y a les compétences nécessaires. S'il y a pas, vous pouvez les former, mais il ne faut pas attendre. C'est pas une mode, l'intelligence artificielle. C'est pas une mode d'aujourd'hui. Les données, c'est pour rester. Tout le monde a des données aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas les valoriser, vous manquez beaucoup de choses. Donc, si vous avez des données, vous n'avez pas, vous avez. S'il n'y a personne qui n'a pas, il faut y aller vers l'avant, il faut foncer, tout en étant prudent. Excellent. Donc, maintenant, je vous propose une petite période. C'est à vous de poser les questions, en fait. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à aller au micro pour poser directement vos questions. Puis, en ligne, on me relaie les questions sur l'écran. Donc, je vais pouvoir les poser à nos panélistes. Déjà en salle, est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous voulez vous avancer au micro, monsieur? Bonjour, j'ai 2 questions. La première, c'est au niveau de l'implication légale d'une décision prise par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il commence à y avoir un cadre là-dessus? Fait que je vais avoir une autre question après celle-là. C'est ça, c'est un lien avec la partie éthique qui a été mentionnée. C'est un cadre qui est en continu développement. On travaille là-dessus, c'est sûr. Et c'est un cadre qui est très, très nécessaire parce qu'on doit utiliser des données, par exemple. Et ça, je pense que c'est difficile pour moi, au moins par la nature de mon expertise, je pense, de la dissocier, par exemple, de la sécurité de données privées. Quels sont les types de données qu'on peut collectionner ou non? Donc, il y a tout un cadre, il y a des lois qui sont là en place, qui expliquent clairement quel type de données on peut collecter, est-ce qu'on va les anonymiser ou non, quelle est l'information qu'on peut expliciter ou exploiter.
Le cadre est là, mais selon moi, et ça c'est mon avis personnel, il faut qu'on continue et qu'on avance et qu'on peut être encore plus strict là-dessus. Je voulais plus dire au niveau de l'implication de la décision, obtenue par l'intelligence artificielle au niveau légal. Est-ce que c'est l'ingénieur, l'intelligence, la compagnie qui a fabriqué le logiciel? Où se situe la responsabilité légale des décisions prises par l'intelligence artificielle? En fait, je peux répondre à ça. Il y a deux niveaux très importants qu'il faut comprendre. Il y a des systèmes de prise de décision, il y a des systèmes de recommandation. Les recommandations aussi, ça peut être juste d'envoyer à un customer ou autre. Mais en ingénierie, il y a deux niveaux. J'enseigne à Polytechnique les 2 dernières décennies, puis c'est ça ce qu'on enseigne aux jeunes ingénieurs. C'est quoi le risque? Puis est-ce que c'est un risque qu'on peut donner à un système de le faire ou l'ingénieur qui devrait le faire? Je vais vous donner un exemple très simple. Ça fait longtemps que lorsqu'on fait aujourd'hui une demande pour une carte de crédit ou pour un prêt hypothécaire, on le fait, puis c'est le système automatique, c'est le système IA qui donne la décision. Donc, ça prend la décision, ça donne si c'est approuvé ou pas. Il y a un risque à gérer, des fois ça va être dans une zone grise où il va y avoir des conseillers ou des experts qui vont le faire. Mais c'est des systèmes qui prennent directement les décisions, c'est légal, ça peut y aller. Est-ce que le système, si je reviens à plus qu'une décennie, quand j'étais étudiant au doctorat, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai fait des systèmes qui optimisent, qui font tout le guidage pour les avions, puis tout ce qui est la gestion du ciel. Puis, est-ce que le système lui-même, il peut prendre toute la décision, puis il peut manipuler l'avion? Non. Ça va donner toutes les instructions, le pilote peut se concentrer, puis toutes les décisions vont y aller au pilote, ou aux ingénieurs mécaniques et tout qui sont dans les aéroports et au sol, puis c'est eux qui prennent la décision. Mais ça aide énormément les gens à bord et les gens qui sont au dispatch pour avoir des scénarios plus éclairés qui va limiter les choses pour le faire. On l'a vu aussi, c'est juste pour donner un dernier exemple. Les 2 dernières années, vous vous rappelez ce qui est arrivé, il y avait eu des vaccins qui sont sortis en temps record. C'est les équipes, je reviens aux équipes du Joshua Bengio. Les dernières années, même avant la COVID, ils travaillaient sur le développement des molécules avec l'IA. Avec l'historique de tous les laboratoires et tout, on a pu identifier, on a pu faire. Mais ça, est-ce que ça, les systèmes, les algorithmes ont pris la décision? Non. Mais au lieu d'aller vers 1 million de solutions possibles, on peut se limiter à quelques solutions où l'humain, il est capable d'investir. Au lieu que l'humain va se mettre en face d'1 million de situations, et il a lui-même à choisir dans ça, ce qui est impossible, il va y avoir des solutions plus restreintes où il va prendre, lui, la décision, mais ça va l'aider à prendre la décision. Mais ça avance vite, là. En fait, en termes super rapides, là, dans l'aéronautique, ça s'en vient. Il y a des projets pharaoniques là, en aéronautique pour les avions autonomes. Les voitures autonomes, ça marche, vous savez. Hein? Pour vrai. Non, allez voir sur Internet, arrêtez. Il y a beaucoup de déni au Québec, on est très fort là-dedans. Là. Les voitures autonomes roulent dans des États aux États-Unis sans... Au Québec, on est encore, nous autres, on se dit, on a des tempêtes de neige. Il y a de la neige aux États-Unis aussi, vous savez. Puis, il y a toutes sortes de trucs comme ça qu'on est vraiment fort pour se trouver toutes sortes d'excuses pour pas amener les technos chez nous. Là. Ça revient à ce que je disais tantôt. Mais les voitures autonomes marchent. Les avions autonomes, c'est dans 5 ans. C'est les 2 plus gros. En fait, c'est même plus que ça. C'est ce qu'on appelle les air taxis. C'est les 2 plus gros pôles d'investissement de Boeing et de Airbus. C'est des air taxis. C'est des avions autonomes. Puis il y a d'ailleurs un aéroport à Montréal qui a été lancé il y a 2 semaines. C'est un petit aéroport à Mirabel. Une gang d'investisseurs qui ont vu venir le coup. Donc, on s'en va là. Donc, dans pas long, la décision et la réglementation n'a pas le choix de suivre, en fait. L'enjeu, c'est toujours la même affaire. On ne fait pas confiance à la techno jusqu'à ce qu'on ne fait pas confiance à la techno. Puis là, on s'est battu contre Uber parce qu'on se disait qu'Uber, ça n'allait pas être bon pour l'industrie. Finalement, Uber a gagné. OK. On va enchaîner avec la deuxième question. C'est ça, la deuxième question. Il y a ce qu'on appelle les systèmes experts, puis monsieur qui m'a répondu tantôt, c'est la suite, OK, ma question, c'est qu'on a de l'interpolation puis de l'extrapolation. Quand on sort de l'intérieur de la boîte de données, des algorithmes, tout ça, est-ce que les systèmes qui nous donnent une réponse ont, je dirais, une valeur de R carré, par exemple, comme dans notre Excel, à savoir que, regarde, la recommandation que le système fait, c'est ça, mais le poids de la recommandation est, par exemple, un R carré de 0.8, qui est déjà pas pire, ou de 0.4, que tu prends la recommandation, ben, regarde, on peut la mettre sur le côté. Est-ce qu'on est rendu là,
là-dedans. C'était ça ma deuxième question. Oui. On ne fait jamais de l'extrapolation, c'est la règle numéro 1 qu'on dit aux ingénieurs. On le prend avec toujours un grand grain de sel. L'extrapolation, c'est on va y aller dans un terrain très inconnu. On le fait, c'est ça l'apprentissage non supervisé. En fait, c'est pour ça qu'on parle, ce que vous dites, le R carré et tout, c'est dans le contexte supervisé. Ça veut dire on a des données historiques qui sont taguées et tout, on peut le faire. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment, on essaie d'aller vers tout ce qui est non supervisé, ce qui est l'extrapolation en partie, mais c'est beaucoup plus large. Puis comme il dit Yann LeCun, dont il est le chef du projet de conversationnel, l'IA conversationnelle dont Hugues parlait, il a dit, la première étape, on a pris la cerise au-dessus du gâteau. On a léché tout le glaçage du gâteau, le supervisé. Le gâteau de l'IA, c'est le non supervisé. Le gâteau, il est encore là, on travaille dessus. Là, c'est un grand sujet, ça, c'est le futur. Le non supervisé, ça veut dire ce qu'on ne connaît pas. C'est à l'extérieur. Je vais prendre 2 questions en ligne parce que le temps file. Donc, est-ce qu'il existe un site web pour trouver la liste en fait, de tous les projets d'intelligence artificielle qui ont été subventionnés? Est-ce qu'il y a une source qu'on peut... Allez sur notre LinkedIn. Sur VUBAN, on a un webinaire complet qui liste tous les... Sur le site de Mitax, mitax.ca, il y a la liste complète de tous les projets qui ont été subventionnés par Mitax pour les industries avec l'université. En recherche, oui. En recherche, il y a quelques... Mais les projets de SkillAI, InvestAI, c'est pas là. Donc, les plus gros projets transformateurs sont pas là. Mais il faut y aller par site. Il n'y a pas un site qui globalise toute l'information. Mais si on va par organisme subventionnaire, tout est public. C'est des projets publics, bien sûr. Donc, on peut trouver le titre, on peut trouver le sommaire, même le montant, quelquefois. Et les chercheurs, les compagnies impliquées. Mais malheureusement, c'est une bonne question. On n'a pas une base de données centrale qui montre tous les projets de tous les programmes. Une question peut-être pour toi, Hugues, parce que je t'ai entendu parler plusieurs fois de Pomerleau. Mais est-ce que donc, dans le domaine de la construction, tu pourrais donner peut-être un exemple de projet d'IA concret, puis quels ont été ses résultats, puis bénéfices? On ne peut pas parler des projets. En fait, les projets qu'on fait pour Pomerleau et pour bien des clients, les ententes de confidentialité sont bien plus épaisses que le contrat pour se faire payer. Hein, vous comprendrez. Là. Puis c'est tout à fait normal. C'est un avantage concurrentiel majeur. Ce que je dirais, c'est plutôt les trucs. Là, les projets simples, c'est ça qui est demandé aussi. Tu sais, des projets en IA, dites-vous que les quelques questions que moi j'invite toujours nos clients à se poser, c'est si vous regardez quelque chose avec vos yeux, arrêtez. Les caméras le font bien mieux que l'humain, première affaire. Si vous comptez ou vous calculez ou vous essayez de agencer dans un fichier Excel puis d'optimiser la façon dont les opérations se passent, arrêtez. C'est clair que les algorithmes vont le faire, c'est des algorithmes de recherche opérationnelle qu'on appelle, ils vont le faire 1000 fois mieux que vous autres. Si vous tentez de prédire les choses, donc on fait une prévision de nos ventes, on fait des fois des prédictions ou des prévisions de comportement machine, arrêtez de faire ça. C'est des algos qui sont des algorithmes bien spécifiques qui vont prédire les ventes, qui vont être en prédiction machine. Comme le disait Wissam aussi, on va faire de la prescription machine, donc on va faire de l'automatisation, on appelle ça une close loop. Donc on prédit que la machine va faire un défaut et on prescrit à la machine comment se réajuster avant même qu'elle produise son défaut. Donc on prétend à un 0 défaut, on arrive à des machines qui vont rouler non-stop et qui sont en constant réajustement. Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir clore ce panel ici parce que le temps file et que vous avez aussi sûrement beaucoup d'occupations. Donc, un grand merci en fait pour votre présence à ce panel puis à l'Assemblée générale de Génium 360. Un grand merci à nos invités, donc Hugues Folz, Gabriela Nicolescu et Wissam Massoud pour votre expertise puis votre partage. Et puis, on espère vraiment que ces discussions, en fait, pleines de bonnes idées, vous auront en fait donné envie de commencer des projets d'intelligence artificielle, puis envoyer vos CV et vos projets à Gabriela ou Hugues. Merci. J'en prends aussi. Merci beaucoup à notre animatrice et à nos 3 panélistes pour la générosité de votre partage et de vos expériences et connaissances. Très passionnant. Merci encore une fois à la personnel, notre partenaire et Desjardins, pour leur généreuse et très attentive contribution à cette activité. Merci aussi à vous, chers membres de Génium, qui avez assisté à cette conférence. Quelques informations en lien avec la conférence. Vous allez recevoir un sondage
de satisfaction. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires. Votre avis est très important pour nous permettre d'améliorer nos activités et répondre à vos besoins. Une attestation de participation sera disponible dans quelques jours. Vous en serez avertis par courriel. Pour terminer, je vous invite à consulter notre site Web pour découvrir notre programme complet de formation continue et d'autres conférences sur différents sujets. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Depuis 20 ans, Génium 360 évolue à la vitesse des besoins des ingénieurs et de l'innovation au Québec. Dès sa naissance, la Corporation de services des ingénieurs du Québec contribue au changement dans le monde du génie en permettant à l'Ordre des ingénieurs du Québec de se concentrer sur la protection du public. L'organisation reprend l'enquête annuelle sur la rémunération des professionnels en génie et crée une gamme de services à valeur ajoutée pour les ingénieurs. Tout ça afin de les soutenir dans tous les aspects de leur développement personnel et professionnel. L'organisation élargit ensuite ses services aux étudiants inscrits au baccalauréat en génie partout au Québec et le réseau s'ouvre enfin aux bacheliers en génie. Les années passent et la consolidation de sa mission fédératrice se poursuit, notamment par l'addition de membres cooptés à son conseil d'administration qui l'enrichissent par leur talent et expertise. Génium 360 continue de valoriser, promouvoir et servir efficacement les ingénieurs en multipliant les publications indispensables à leur profession et en opérant son virage numérique. Elle facilite l'accès aux opportunités d'emploi, développe une large gamme de programmes de formation continue et imagine une calculatrice salariale qui assure plus de transparence pour les diplômés en génie et leurs employeurs. Génium 360 est encore jeune, mais déjà riche d'expérience. Elle voit d'ailleurs l'avenir avec détermination et promet de continuer d'innover, de nourrir la passion de ses membres, stimuler leur créativité et redonner à la grande communauté québécoise du génie.